Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se réunit en fait pour parler d'un thème qui est très intéressant sur la gestion intelligente des réseaux thermiques et électriques. Je remercie d'abord le public qui est en ligne, qui nous écoute et qui peuvent participer en fait activement donc, par rapport à ce débat et en posant des questions. Donc, on réserve en fait une quinzaine de minutes à la fin pour recevoir des questions du public et essayer donc d'en discuter. Avant cela, donc, je vais donc remercier en fait l'ensemble des intervenants, en fait les panélistes donc, que je projette ici. D'abord avec Serge Bochon, qui est le responsable, en fait, le chef de service de l'énergie de Fribourg. On a le plaisir de l'accueillir, en fait, pour participer à ce débat et qui aussi nous aide dans nos projets de développement, aussi bien au niveau du financement des projets, mais aussi des conseils, d'accord, sur et la promotion de ces projets. Il y a aussi Estelle Ezedine, qui est notre partenaire avec qui on travaille sur un certain nombre de projets avec nos partenaires français de l'université USMB. Voilà, donc qui gère en fait des réseaux de haute température, mais aussi qui se lance sur les réseaux basse température, qui va participer aussi à ce débat. Nous avons aussi Jean-Daniel Kramat, responsable de l'unité efficience énergétique de groupe E, avec qui nous avons aussi des relations privilégiées sur des projets, notamment le projet BlueCard, d'accord, qu'on va parler aussi. Et enfin, il y a aussi le professeur Daniel Favra, qui est un professeur honoraire de l'EPFL, cofondateur de Exergo SA. C'est une longue histoire avec eux parce que donc ce que je dois mentionner, c'était mon directeur de thèse. Voilà. Pour mettre le contexte sur ce qu'on va faire, on organise tout ceci dans le cadre du laboratoire de thermique et énergétique que je dirige ici, qui fait partie de l'Institut de l'énergie, d'accord, de l'école d'ingénieurs de Fribourg, qui lui-même fait partie du Smart Living Lab. Et pour cela, donc, j'introduis aussi, d'accord, notre ami Martin Gonzenba, qui est le directeur opérationnel de l'EPFL Fribourg et aussi de Smart Living Lab, qui va nous présenter un peu les activités. Jean-Philippe Bacher aussi, donc le responsable de l'Institut de l'énergie, dont je mentionne tout à l'heure, il va aussi faire une petite présentation avant qu'on démarre. Et enfin, Flip Yemli, directeur général de Blue Factory SA. Voilà, on a des relations privilégiées avec lui aussi par rapport avec les projets de recherche dans le cadre aussi de BlueCard, qui va nous parler un peu de Blue Factory et puis de ces relations-là. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole pour l'instant, donc je laisse donc Martin qui démarre et puis qui peut partager son écran pour nous présenter Smart Living Lab. Je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup à professeur Kane et à Yolène d'avoir organisé cette session. Merci d'avoir proposé le format qui était original dans sa version initiale, puisque ça aurait dû être une table ronde avec présence physique naturellement à Fribourg, où nous aurions pu faire connaissance avec les différents partenaires qui viennent aussi de l'extérieur. Et puis malheureusement, mais comme on le sait tous, la situation a fait qu'on a basculé d'un format en ligne. Donc bravo d'avoir pu adapter tout le format de l'événement pour le tenir aujourd'hui en version online.
Donc, je vous accueille pas physiquement au Smart Living Lab, mais symboliquement. Je vous souhaite la bienvenue au Smart Living Lab, qui est donc ce centre de recherche et développement dédié au futur de l'environnement bâti, qui a été créé à Fribourg il y a environ 5 ans par 3 hautes écoles. C'est l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg et l'Université de Fribourg, donc 3 universités qui ont créé sur le site de Blue Factory. Donc, Philippe Yemli en parlera. C'est un ancien site industriel, anciennement une brasserie qui est tout proche de la gare de Fribourg, qui est en pleine reconversion pour devenir un quartier d'innovation. Et sur ce site, donc, nous avons créé un centre de recherche consacré à l'environnement construit, qui place le focus avant tout sur l'humain, sur les occupants des bâtiments, sur leur bien-être, sur leur santé dans les bâtiments, et bien entendu sur les questions d'énergie qui vont contribuer au confort, au bien-être, questions d'énergie et les questions environnementales qui sont fondamentales, que nous adressons à l'aide des outils de la transformation numérique. Le Smart Living Lab a ce site particulier qu'il a l'ambition et la capacité à développer des activités d'expérimentation à échelle réelle sur le site de Blue Factory en particulier, et notamment avec notre bâtiment actuel qui est un bâtiment provisoire, et surtout avec notre futur bâtiment que vous voyez sur le dessin ici, qui est un bâtiment que nous sommes en train de concevoir et dont la construction va démarrer l'année prochaine. Les principaux domaines de recherche des groupes scientifiques du Smart Living Lab touchent au système énergétique, naturellement, donc tout ce qui concerne la production, la consommation, le stockage, la distribution d'énergie à l'échelle du bâtiment et à l'échelle d'un quartier. Ce sera le sujet notamment aujourd'hui. Mais aussi les technologies de la construction. Donc, c'est une approche plus sur les structures, sur les matériaux, comment implémenter l'économie circulaire, notamment dans la construction, pour favoriser le réemploi. Toute la question du bien-être et des comportements des utilisateurs des bâtiments, puisque la performance d'un bâtiment ne veut rien dire sans prendre en compte comment les gens l'utilisent. Et donc, on ne construit pas des bâtiments pour leur performance en soi, mais pour rendre service aux occupants et donc fournir un bien-être aux utilisateurs. Et donc, la manière dont les gens utilisent le bâtiment aura beaucoup d'importance. Ça, c'est un de nos sujets de recherche. Et le dernier, ce sont les interactions et processus de conception. C'est tout le chemin qui va de la conception jusqu'à la construction, jusqu'à la déconstruction d'un bâtiment, l'ensemble du cycle de vie et les interactions entre toutes les parties prenantes qui sont impliquées. Donc, ça va concerner également des aspects juridiques, de normes, de réglementation, des aspects économiques, naturellement, en plus de l'architecture et l'ingénierie. Nous avons en tout 11 groupes de recherche qui sont rapidement affichés ici. Ce qui fait la particularité aussi de notre centre, c'est que nous réunissons à la fois des architectes, des ingénieurs, des informaticiens, des physiciens du bâtiment, comme des experts en droit de la construction et des économistes. Donc, c'est un centre qui est très interdisciplinaire. C'est ce qui fait son originalité et sa force. Toutes ces différentes spécialités ou ces différentes disciplines se consacrent conjointement autour de la thématique du bâtiment et de l'environnement construit. Très rapidement, quelques images du futur bâtiment que nous sommes en train de concevoir, qui sera donc le bâtiment qui abritera l'ensemble des chercheurs du Smart Living Lab sur le site de Blue Factory, sur une surface de 5000 m², avec une ambition environnementale aussi très, très forte, puisque nous visons une empreinte carbone de seulement 13 kg par mètre carré, 13 kg de CO2 par mètre carré et par année sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on considère donc aussi l'énergie grise qui est dans les matériaux de construction, dans tous les éléments du bâtiment, et pas seulement l'énergie d'exploitation. Les deux doivent être considérés conjointement. Et donc, c'était l'objet d'un programme de recherche que nous avons mené depuis déjà 5 ans au Smart Living Lab. C'est aujourd'hui en train de se traduire
dans un cahier des charges pour une entreprise qui sera chargée de réaliser ce bâtiment à partir de l'année prochaine. La réalisation qui a été la plus marquante dans l'histoire du Smart Living Lab, à part ce projet de bâtiment, était ce pavillon qui s'appelle le Neighbor Hub, que certains de vous connaissent, qui a été conçu et réalisé par des étudiants pour une compétition, le Solar Decathlon, qui a eu lieu aux États-Unis à Denver en 2017. Une compétition où il fallait démontrer ce bâtiment selon un ensemble de critères. Je ne vais pas aller dans le détail, mais l'essentiel était de montrer qu'il fonctionne à l'énergie solaire, mais il y avait aussi beaucoup d'autres aspects. Et surtout, on a eu la chance de gagner la compétition d'une part, de ramener le pavillon à Fribourg. Il est aujourd'hui à Blue Factory, comme on le voit sur la petite photo à droite. Il fonctionne comme un centre multifonctionnel, une maison de quartier, un centre d'activités culturelles et sociales, mais aussi un démonstrateur pour des panneaux solaires et des aspects énergétiques qui contribuent à la recherche du Smart Living Lab. Donc, voilà quelques images de comment il fonctionne aujourd'hui. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à venir le visiter dès que les conditions sanitaires le permettront à nouveau. C'est vraiment toute une histoire intéressante à découvrir et à raconter et à vivre. Donc, un peu une vitrine pour nos travaux, pour Blue Factory également. Donc, j'espère un jour pouvoir vous y accueillir en personne. Et puis, je terminerai par mentionner que nous continuons d'avoir beaucoup d'activités aussi qui sont des activités de réalisation de prototypes, où nous avons cet atelier qu'on appelle l'atelier pop-up, où le pavillon Neighbor Hub avait été construit en son temps et qui aujourd'hui accueille toutes sortes de projets, des projets d'étudiants où des architectes, des ingénieurs viennent mettre la main à la pâte. Ici, ils réalisent des éléments de béton léger, béton fibré textile, avec des étudiants de Lausanne, de l'EPFL, des étudiants de Fribourg, des étudiants du Brésil qui sont venus participer à cet atelier. Et on expérimente avec toutes sortes de technologies de construction, avec des chercheurs et des étudiants. Et je ne vais pas faire plus long aujourd'hui, mais j'espère bien avoir l'occasion de vous rencontrer sur le site dès que ce sera possible. Voilà, merci beaucoup pour l'organisation, Malik. Je vous repasse la parole. Merci Martin pour cette présentation. Alors, on va passer tout de suite la parole à Jean-Philippe Bacher pour l'Institut de l'énergie. Oui, je vais brièvement présenter, merci donc de me passer la parole, brièvement présenter le positionnement et puis dans quel contexte évolue l'Institut de recherche appliqué en système énergétique. Jean-Philippe, vous nous entendez oui. là? Je crois que c'est bon, tout le monde m'entend, non? Donc, l'Institut de recherche appliqué en système énergétique fait partie de la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, qui elle-même fait partie de la HESSO. La HESSO, Haute École spécialisée de Suisse occidentale, c'est la plus grande HES, donc Haute École spécialisée de Suisse. Elle couvre l'ensemble des cantons de la Suisse occidentale et regroupe toute une série d'écoles et d'organisations plus cantonales dans différents domaines. Donc, on a le domaine de l'ingénierie, de l'architecture, de l'économie et des services de la santé, du travail social, de la musique et arts de la scène, ainsi que du design et des arts visuels. Donc, c'est plus de 20 000 étudiants au niveau de la HESSO. C'est la deuxième plus grande institution de formation tertiaire au niveau suisse, après l'université de Zurich, en termes de nombre d'étudiants. La HESSO Fribourg regroupe 4 écoles, donc la Haute École d'ingénierie et d'architecture, que l'on peut voir en premier plan, la Haute École de gestion, la Haute École de travail social et la Haute École de santé. L'ensemble de ces 4 institutions qui sont regroupées sur un périmètre assez restreint qui permet de mettre en place des collaborations entre les différentes écoles de la HESSO Fribourg. La HEIFR a aussi plusieurs instituts et activités qui se déroulent sur le site de Blue Factory dont on parlera tout à l'heure Philippe Giamli.
Au niveau de la HEIFR, on a 6 programmes de bachelor, un diplôme de technicien ES et 4 masters qui, eux, sont regroupés au niveau de la HECSO. Dans les domaines traités, on va retrouver la chimie, on va retrouver les domaines liés à la construction et l'environnement, donc avec l'architecture, le génie civil et une école technique de la construction. On va avoir les technologies industrielles avec le génie mécanique et génie électrique, et on va avoir l'informatique et les systèmes de communication. Donc, ce sont les différents bachelors qui sont proposés. Et au niveau master, ces master se réalise en partenariat au niveau de la HESSO avec, dans le domaine de l'ingénierie, des sciences de la vie, de l'architecture et de l'innovation. Au niveau de la recherche appliquée et développement, la HEIFR est organisée en 10 instituts de recherche que vous voyez ici, avec en particulier l'Institut de recherche appliquée en système énergétique. Alors, c'est pour l'Institut Énergie une R&D au service de la transition énergétique. On sait tous qu'on a la sortie progressive des énergies fossiles et la transition carbone. En parallèle, la sortie du nucléaire, et donc des enjeux du point de vue de la politique et des politiques publiques en termes de transition énergétique qui sont majeurs. Donc, l'ambition de l'Institut d'énergie, c'est de soutenir et de stimuler ce développement d'une société qui soit durable du point de vue de son approvisionnement et de sa gestion de l'énergie. On fait ça, et c'est peut-être un point fort des hautes écoles spécialisées, en étroite collaboration avec l'économie. On collabore de façon très régulière avec les acteurs, d'une part les collectivités publiques, mais aussi les acteurs privés, des secteurs de la production et distribution d'énergie thermique et électrique, du secteur de la construction et de tout ce qui concerne les installations techniques et équipements qui vont être utilisés dans ces deux secteurs. Au niveau du positionnement, on a un axe de recherche fort qui se positionne autour des réseaux électriques et thermiques. On a la partie réseau électrique et composants et systèmes qui sont utilisés dans ces réseaux. On a bien sûr la partie réseau thermique et leurs composants et systèmes, dont Malik parlera plus tard et où il développera ces éléments en particulier dans le cadre de la table ronde. Et on a la notion de micro-réseau et de couplage entre les réseaux thermiques et électriques. Un deuxième axe de recherche fort de l'Institut concerne la recherche dans le domaine des bâtiments et des quartiers, avec pour ambition d'avoir une performance énergétique optimale et un impact environnemental qui soit évidemment minimal. Pour ça, on traite des approches qui touchent à la mitigation et à l'adaptation au changement climatique, donc une approche environnementale du domaine de la construction, avec des notions aussi de cycle de vie, d'impact environnemental des matériaux, et d'outils d'aide à la décision qui sont développés pour ce secteur. On a l'activité qui touche au système énergétique, avec des questions de modélisation, de simulation, d'optimisation et de développement et d'intégration et de monitoring, donc toute la chaîne qui touche aux systèmes eux-mêmes dans le domaine du bâtiment et des quartiers, et l'aspect de monitoring et optimisation de la performance énergétique à l'échelle des bâtiments et des quartiers, donc tout ce qui se passe après la mise en service et durant l'exploitation des bâtiments. On a la chance de pouvoir se baser sur une infrastructure qui sert à la fois pour la formation et pour la recherche, avec toute une série de laboratoires qui sont à disposition pour développer des projets. Donc, je ne vais pas tous les lister. Je vais juste m'arrêter sur le dernier, qui est le laboratoire de thermique et énergétique développé par le professeur Malik Ken, que je remercie d'avoir organisé cette table ronde. Quelques chiffres pour finir. Donc, l'Institut, c'est une douzaine de professeurs, c'est 15 à 20 collaborateurs avec des compétences interdisciplinaires au niveau du génie mécanique, du génie électrique et des technologies de l'information et de la communication, qui jouent un rôle toujours plus important dans notre secteur. C'est environ 2 millions par année de produits et de charges qui viennent sur des projets de recherche. C'est une contribution à la publication d'articles de journaux et de conférences. C'est en moyenne 80 projets en parallèle qui sont en cours, et c'est actuellement 2 projets phares avec un CCER, donc Centre suisse de compétences et de recherche au niveau de l'énergie dans le domaine des réseaux électriques, qui est en train de se terminer, et la participation au Smart Living Lab.
Voilà, j'en ai fini avec cette courte introduction et présentation de l'Institut. Je remercie encore une fois Malik d'avoir organisé cette table ronde et je vous souhaite une très belle discussion pour la suite. Et je passe donc la parole à Philippe Yemni de Blue Factory. Merci Jean-Philippe. Alors, c'est Philippe alors qu'on passe la parole. Donc, je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? J'imagine, ouais. Donc, je vous remercie pour l'opportunité de ces quelques minutes en préambule de la table ronde. En introduction justement de cette table ronde, on m'a demandé de vous faire part de quelques réflexions et autres démarches qui ont eu lieu dans le développement justement d'un concept énergétique de quartier à Blue Factory. Je resterai, disons, assez général puisque nous allons communiquer avec nos partenaires à la fin du mois les détails de ce concept thermique et de gestion des eaux que nous allons implémenter sur le site. Donc, je resterai volontairement, je n'entrerai pas dans les détails et en plus, ce n'est pas les propos dans cette introduction. Donc, d'abord, quelques mots tout d'abord sur le site de Blue Factory. Donc, c'est quelques mots qui vont, j'espère, montrer un peu l'importance de la tâche à accomplir en termes de développement de quartier, mais très certainement aussi sur la nécessité d'une appréhension complète du futur pour qu'un projet énergétique cohérent et efficace puisse prendre place. Donc, c'était en effet 54 000 m² au cœur de la ville, sur l'ancien site de la brasserie Cardinal, comme l'a dit Martin auparavant. C'est un quartier en devenir à 10 minutes de la gare et surtout un hub d'innovation au centre d'un réseau d'excellence académique sur le plateau de Pérols. Et avant d'atteindre les 160 000 m² de surface plancher, ce sont pour l'instant des infrastructures uniquement réhabilitées qui accueillent déjà 300 personnes, un peu plus de 300 personnes sur le site, une quarantaine d'entités allant de la start-up à la PME, en passant par des centres de compétences uniques comme le Smart Living Lab ou encore le Smart Living Lab dans la thématique de l'environnement bâti futur, mais également des centres de compétences comme Rosas sur la mobilité et en plus particulièrement sur les systèmes sécurisés et embarqués. Depuis la mise à l'enquête par le canton et l'approbation du plan d'affectation cantonal, 2 nouveaux bâtiments, Martin l'a mentionné tout à l'heure, ont fait l'objet d'un concours et vont entrer en construction en 2021, dont justement le bâtiment du Smart Living Lab. C'est un quartier à venir de plus de 2500 personnes, un investissement entre 300 et 450 millions selon l'avancement du quartier qu'on va donner. Et ça, c'est sur les 15 à 20 prochaines années. Et à noter qu'à l'horizon 2025-2026, sur le périmètre C que vous voyez sur l'image de droite, le long de la route de la Glane, eh bien, du logement va être introduit dans ce quartier d'innovation. Nous avons aussi la mission d'offrir des mètres carrés, ou d'offrir en tout cas de mettre à disposition des mètres carrés bas carbone, voire carbone neutre, ce qui aujourd'hui signifie, et c'est ce que j'ai marqué, net zéro carbone. C'est peut-être d'ailleurs un point autour de ces enjeux de la stratégie énergétique 2050 qui pourrait être intéressant à débattre en table ronde. Voilà sur Blue Factory. Si je viens peut-être sur le deuxième slide, si j'en viens plus spécifiquement au concept énergétique Blue Factory, les premières réflexions ont été menées en 2014 déjà par un groupe de travail dont messieurs Bacher et Boschung, ici présents, faisaient partie. Mais c'est seulement en fin 2017 qu'un partenariat a été conclu entre BFF, Blue Factory Fribourg, Freiburg-SA et le groupe E pour développer un concept énergétique pour l'alimentation en chaud et en froid de ce quartier. En parallèle, nous avons souhaité, comme l'a dit avant Malik, nous avons souhaité intégrer et collaborer avec un projet de recherche appliquée de la Haute École d'ingénierie et d'architecture, notamment sur les réseaux thermiques avancés. Il s'agit effectivement du projet BlueCAD piloté par Malik Khan, même si nos plannings, pour être honnête, nos plannings respectifs n'ont pas été pleinement synchronisés. Un rendu d'ailleurs était prévu aujourd'hui
sur ce projet BlueCAD. Malheureusement, les conditions actuelles font qu'on est confiné en partage en remote. Et malheureusement, je crois que, ou plutôt heureusement, Malik prévoit quelque chose d'un peu plus présentiel dans les mois à venir, si la situation le permet. Donc, avec nos partenaires, nous avons fixé des objectifs de réalisation et d'exploitation économique. Nous avons fixé des objectifs énergétiques, d'efficacité énergétique également, mais aussi des objectifs environnementaux. Si je prends la faisabilité économique, on parle de faisabilité en termes d'investissement, mais aussi en termes de prix au kilowattheure. Et puis, si on regarde un peu plus près les objectifs environnementaux, j'ai noté effectivement l'atteinte des objectifs de la société 2000 watts, mais également d'autres éléments. Certains sont apparus au fur et à mesure des travaux et des échanges avec le groupe E, notamment de vouloir favoriser l'utilisation d'infrastructures existantes sur le site, comme par exemple les galeries souterraines, la citerne, la source d'eau, notamment de l'ancien site Cardinal. Et ces utilisations d'infrastructures existantes faisaient vraiment beaucoup de sens dans un concept d'économie circulaire. Le développement également d'un réseau source, comme l'utilisation combinée de la géothermie, de cette source d'eau dont je parlais avant, qui appartenait à l'ancienne brasserie Cardinal, ou encore l'utilisation d'eau usée et des eaux de ruissellement, devenait vraiment intéressant dans ce concept énergétique. Et puis, bien entendu, nous avons fait en sorte de maximiser les énergies renouvelables par notamment des installations photovoltaïques intégrées au bâtiment, mais aussi avec l'utilisation du réseau de chauffage à distance de la ville de Fribourg pour pouvoir couvrir les pics de demande. Et justement, l'appoint de ce chauffage à distance permet de ne pas surdimensionner nos infrastructures sur le quartier. Voilà, si on passe juste pour terminer sur l'image de droite, en fait, nous avons habité un concept de mutualisation, un concept énergétique où l'on mutualise les besoins et l'on centralise la production. Ce concept, en 2 mots, se compose de 2 boucles d'eau et d'une production de chaleur centralisée, permettant notamment le phasage de l'investissement dans les objectifs économiques dont je vous parlais avant. De ces 2 boucles, une est de température moyenne, l'autre de type énergie, qui permet justement de mutualiser les sources d'énergie dont je vous parlais avant et de permettre aussi les échanges thermiques à basse température entre les bâtiments eux-mêmes. Voilà, et en conclusion, je dirais que par cette expérience, en tout cas par l'expérience sur ce projet avec le groupe E, avec le partenaire académique de l'école d'ingénieurs et d'architectes, je dirais qu'on ne peut plus réfléchir à un système d'alimentation en chaud et en froid de façon isolée. Pour moi, on a pu démontrer qu'il était primordial d'avoir une approche systémique, de penser notamment à la mutualisation de sources, comme j'ai pu le mentionner avant, de réfléchir suffisamment en amont aussi à la réduction des besoins, mais aussi à l'utilisation des rejets thermiques. Et ces rejets thermiques vont pouvoir on va pouvoir capitaliser sur ces rejets thermiques grâce à cette boucle d'énergie. Donc voilà, je dirais que de mon côté, je suis convaincu que avec cette manière de faire, on permettra un changement de paradigme sur l'approche des bâtiments, en ne voyant plus les bâtiments comme uniquement consommateurs d'énergie, mais également comme des producteurs d'énergie. Voilà, je vous remercie infiniment, je me réjouis de la table ronde. Merci à Philippe. Donc, cette présentation qui permet finalement de démarrer rapidement, en fait, et de rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je reprends la parole ici pour parler un peu en introduction par rapport avec ce panel sur les réseaux qu'on appelle des réseaux intelligents, en fait, aussi bien thermiques et électriques. Je propose de faire un peu
d'historique, en fait, par rapport à ces réseaux, où on voit, par exemple, au départ, quand on concevait ces réseaux thermiques, on commence avec les réseaux thermiques, l'industrie, d'accord, utilisait souvent, en fait, des réseaux qu'on appelle des réseaux haute température. Alors, l'idée de départ, c'était tout de suite de dire comment on peut satisfaire les besoins à différents niveaux de température. On peut, des besoins industriels à des températures, à haute température, ça peut être 100, 200 degrés, ou bien, d'accord, des besoins thermiques d'un bâtiment pour le chauffage, ou bien pour l'eau chaude. Mais on était tout de suite parti sur, finalement, des sources d'énergie qui sont des sources à haute température, comme le gaz naturel qui pouvait être utilisé, des centrales d'incinération, on utilisait plutôt la biomasse, tout ça pour faire cette chaleur-là, mais dans un réseau qui véhicule, par exemple, de la vapeur, la plupart du temps, d'accord, à cette époque. Ben, cette vapeur qui produit, en fait, on peut le, j'arrive pas à, voilà, je le mets comme ça. Voilà, on le voit ici sur ce schéma-là. Ce réseau qui pouvait véhiculer de la vapeur à des hautes températures, de l'ordre de 200 voire 300 degrés, pouvait satisfaire les besoins à des niveaux de température élevés. Après, on est passé sur d'autres réseaux qui sont des réseaux qu'on appelle, qui utilisent de l'eau pressurisée. Parce que l'exploitation des réseaux à vapeur était d'accord, très importante. En fait, ça générait beaucoup de coûts d'exploitation. Et puis, pour réduire ces coûts-là, et puis on passait sur des réseaux à haute température, mais avec de l'eau surchauffée. Et l'évolution nous a amené aussi à réduire les températures de ces réseaux-là pour des réseaux qu'on qualifie réseaux, d'accord, basse pression, où on est en dessous des 110 degrés, où l'utilisateur peut se connecter sur le réseau avec un échangeur de chaleur pour satisfaire les besoins de chauffage ou bien pour satisfaire les besoins d'eau chaude. Et on pouvait aussi venir avec un réseau différent, parallèle, d'accord, un réseau froid, si on veut faire donc, un réseau basse température pour le refroidissement industriel. Voilà. L'inconvénient de ces réseaux, ben, on le connaît très bien. En général, donc, des réseaux haute température, il y a des pertes de chaleur importantes. En fait, hein, la différence de température entre la température du réseau et l'environnement, voilà, génère beaucoup de pertes qu'on appelle des pertes thermiques. Et un des points aussi était lié au fait que c'était très difficile d'intégrer les énergies renouvelables en fait au niveau de ces réseaux-là. Parce que, comme on peut le constater, quand on fait du solaire thermique, voilà, c'est en général des systèmes qui véhiculent de l'eau, entre guillemets, à basse température. La géothermie aussi, voilà, c'est difficile de l'intégrer dans ces réseaux. Et donc, on était limité à intégrer les énergies renouvelables dans ces réseaux-là. Et puis, c'était réservé la plupart du temps pour le chauffage avec mazout ou gaz, et donc les énergies fossiles. Bien sûr, d'accord, on a utilisé beaucoup dans le passé la biomasse, en fait, pour atteindre ces températures, pour entraîner ces réseaux-là. Mais ça ne suffit pas, en fait, pour maximiser l'utilisation d'énergie renouvelable dans ces réseaux. C'est en ce moment-là que, d'accord, les chercheurs se sont penchés sur d'autres types de réseaux qu'on appelle des réseaux basse température. Les réseaux basse température qu'on peut, voilà, utiliser, soit on réduit la température du réseau jusqu'à aller vers ce qu'on appelle les réseaux énergie, où on pompe finalement l'eau du lac, ou bien on cherche, d'accord, l'énergie géothermique à très basse température, qu'on va faire circuler pour utiliser ça comme source d'énergie. Et puis, les bâtiments se connectent via une pompe à chaleur qui utilise cette
source pour remonter la température à 50 degrés ou à 30 degrés pour le chauffage des bâtiments ou bien pour la production d'eau chaude. Alors, naturellement, quand le réseau véhicule de l'eau à basse température, alors on peut recevoir finalement on a plus de possibilités d'intégrer ces énergies renouvelables dont j'ai parlé. Et il y a plusieurs exemples, notamment ici en Suisse, avec nos partenaires Groupe E qui travaillent sur ces réseaux-là, différents réseaux en construction et qui sont déjà construits et opérés. Par exemple, notamment ce réseau que je vous montre à l'écran de Groupe E. Et puis, les Genevois aussi, avec Génilac, développement de plusieurs types de réseaux basse température où on utilise ces pompes à chaleur-là. Mais par contre, si on a l'avantage d'intégrer les énergies renouvelables dans ces réseaux, si on peut combiner le refroidissement des bâtiments, parce qu'en fonctionnant avec de l'eau à basse température, on peut utiliser aussi seulement un échangeur de chaleur pour le refroidissement de ces bâtiments parce que les besoins d'énergie de refroidissement deviennent de plus en plus importants. Et là, on peut combiner en faisant le chauffage et le refroidissement avec un seul réseau. Mais par contre, l'inconvénient de ces réseaux-là, c'est la consommation électrique. Voilà, on utilise des pompes à chaleur qui se connectent sur ces sources-là pour produire de l'énergie chaleur pour le chauffage et pour l'eau chaude. Ces pompes à chaleur consomment d'électricité. Et donc, dépendant de la différence de température par rapport avec le réseau, l'énergie à fournir aux consommateurs, les performances de ces pompes à chaleur-là varient. Donc, une pompe à chaleur consomme plus d'électricité si cette différence de température-là est importante. D'où, maintenant, à regarder, en fait, comment réduire ces consommations d'électricité au niveau de ces réseaux, parce que si on prend le cas de la Suisse, où, par exemple, les besoins de chauffage, c'est en hiver, et quand on consomme beaucoup d'électricité pendant l'hiver, même si on utilise des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité sur le réseau, cette production se fait en été et il y a un décalage entre la consommation et la production d'électricité. Et ces problématiques, on retrouve ça dans les réseaux électriques. Et, pour en fait aller continuer dans cette problématique de ces réseaux basse température, les chercheurs et puis l'entreprise comme Exergo, en fait, propose un concept intéressant, intelligent, qui consiste à remplacer l'eau qui est véhiculée pour le remplacer avec un réfrigérant tel que le CO2. On verra, on discutera peut-être les avantages de ce système avec le professeur qui nous en parlait, mais en tout cas, je peux dire que c'est un pas vers le futur, même vers actuellement aussi, de voir comment on peut diminuer en fait les composants qu'on utilise dans ces réseaux, comment on peut réduire ces coûts et comment on peut diminuer l'encombrement pour aller vers ces réseaux de CO2. Voilà. Donc, dès lors, il y a une optimisation à faire parce qu'on dit consommation d'électricité importante au niveau des réseaux électriques, mais par contre, on veut intégrer les énergies renouvelables dans ces réseaux basse température. Finalement, si on regarde comment on combine l'électricité et l'énergie thermique, en fait, finalement, dans ces réseaux, on voit une contradiction avec le niveau de température du réseau. Si on a des réseaux à plus haute température, on peut utiliser les échangeurs de chaleur pour satisfaire les besoins de chauffage et d'eau chaude, consommation moindre d'électricité, voilà. Mais si on utilise ces pompes à chaleur, voilà, avec des réseaux basse température, on peut satisfaire ces besoins, mais avec une consommation importante d'électricité. Quel est le niveau de température du réseau le plus intéressant pour tenir compte de ces deux
problématiques que nous avons à disposition. Ça, c'est des recherches que nous menons dans le cadre de BlueCAD, en fait, le projet que Philippe vient de parler, dont l'exemple ici est l'exemple de BlueCAD. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est juste pour lancer le débat. Avec mon dernier slide, alors là, par rapport à cette optimisation dont on parle aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne peut plus isoler les réseaux. Voilà. Il y a le réseau électrique avec ses problématiques, il y a le réseau thermique avec ses problématiques. Mais il n'y a pas un seul réseau thermique, il y a plusieurs réseaux thermiques. Il y a les réseaux thermiques à haute température, ils vont exister, ils vont continuer à exister parce que dans le passé, on a beaucoup investi sur ces réseaux-là et puis on continue à les opérer. Et pourtant, on va satisfaire les besoins de nouveaux quartiers qui consomment moins de chaleur et qui ont besoin moins de température, en fait, pour ces besoins-là. Et comment faire pour utiliser aussi ces réseaux de manière haute température, de manière intelligente, pour satisfaire ces besoins à basse température. C'est un des problématiques qu'on doit adresser avec ces réseaux existants. Alors, les réseaux énergie, on en parle beaucoup. On vient comment utiliser cette source de manière intelligente pour réduire la consommation d'électricité tout en permettant de satisfaire les besoins. Les réseaux électriques qui véhiculent aujourd'hui l'électricité, mais où on produit au niveau des bâtiments, avec du solaire photovoltaïque, on se connecte sur ces réseaux électriques-là, ils ont aussi leurs problématiques à gérer avec le déphasage. Et pour combiner tous ces réseaux-là, on a besoin des systèmes énergétiques qu'on qualifie ici de clusters. Ça peut être des pompes à chaleur, ça peut être des systèmes de cogénération, voilà, toutes sortes de systèmes qu'on imagine pour interconnecter ces réseaux et puis essayer maintenant de travailler ensemble, les électriciens, les mécaniciens, voilà, le corps de métier, tous les corps de métier doivent travailler avec ces systèmes complexes pour satisfaire les besoins énergétiques d'un quartier. On ne peut pas faire ça sans parler de l'intelligence. Voilà, c'est ça la problématique aujourd'hui. Tous ces réseaux doivent être connectés ensemble, communiquer ensemble pour mieux gérer la production et la demande. D'où l'importance, en fait, de ce débat qu'on va lancer aujourd'hui avec nos panélistes que je venais de présenter, voilà, pour parler de l'intelligence de ces réseaux au niveau physique, des capteurs qu'on utilise pour voilà, bien documenter ces réseaux, avoir l'information, les données, comment traiter ces données-là, voilà, par l'intelligence artificielle, voilà, on doit gérer ces données et comment, faire un bon pilotage, de ces différents réseaux pour optimiser la production en connexion avec la demande qu'on doit connaître. Voilà. Donc ça, c'est ce qui met fin à mon introduction. Cela me permet en fait finalement de lancer le débat avec les panélistes pour commencer à discuter un peu de cette problématique des réseaux, où là, ma première question plutôt s'adresse à Serge Bochum. Voilà. Donc, en tant que représentant du service de l'énergie, voilà, donc quels sont les enjeux liés au réseau thermique et électrique pour la ville de Fribourg? Donc, voilà, pour nous permettre de démarrer cette discussion, d'accord? Comment s'inscrivent-ils dans la politique de planification énergétique ces réseaux? C'est une question qui est adressée à ça. Je ne vais pas me prononcer directement sur la politique de la ville, mais d'une manière très générale au niveau de la politique énergétique, le but étant de substituer les énergies fossiles par du renouvelable. Lorsqu'on se retrouve dans un site urbain, ça devient compliqué de mettre des pompes à chaleur, de mettre des chauffages individuels qui valorisent les ressources renouvelables.
Et le système de chauffage à distance est tout indiqué pour atteindre les objectifs. Dans un chauffage à distance, après, ça dépendra tout aussi des niveaux de température. S'agissant d'une ville, il va falloir trouver le système le plus adapté, mais quand vous avez affaire à des vieux bâtiments, vous êtes plutôt dans de la haute température. Après avoir, si vous avez des systèmes intermédiaires qui permettent de rehausser le niveau de base du réseau de chauffage à distance, il n'empêche que dans un système, dans un site comme la ville de Fribourg, la seule possibilité qu'il y aura de substituer l'intégralité des énergies fossiles, ce sera de passer par un réseau de chauffage à distance. Après, il pourrait y avoir des systèmes locaux qui ont des plus basses températures pour alimenter des bâtiments, par exemple, qui sont déjà très bien isolés, qui n'auront pas besoin d'avoir du 50 degrés, qui pourront même travailler avec du 30 degrés, par exemple, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'on parle de systèmes à différents niveaux de température qui permettent également de valoriser des rejets de chaleur. Le rejet de chaleur deviendra plus une ressource qu'un rejet et toutes les énergies ou tous les besoins pourront être couverts, je pense, à futur par des ressources renouvelables. Est-ce que j'ai répondu à la demande? Effectivement. Merci Serge. Alors, je passe peut-être une autre question. Celle-là, c'est adressé à Estelle. Le réseau de Chambéry, en Haute-Savoie, en France, on a vu, d'accord, que c'est le 5e réseau de France. Quels sont les enjeux et problématiques majeures aujourd'hui pour un réseau de chaleur tel que celui de Chambéry? Sur le réseau de Chambéry, effectivement, on est sur un modèle avec un réseau qui fait 55 km. On alimente des industriels avec de la vapeur et on a un réseau qui est en eau surchauffée. C'est un réseau qui a 70 ans. Donc, c'est vrai que c'est un réseau d'ancienne génération. Donc, la stratégie pour nous, c'est de verdir le réseau au maximum et d'accompagner le territoire dans sa transition énergétique. Pour cela, on est actuellement à 70% de taux d'ENR dans notre réseau et l'objectif serait pour nous d'avoir un réseau proche des 100% d'ENR. C'est apporter aussi une solution froid à nos clients, étudier un passage en BP justement. Et on a un axe sur la modernisation et la digitalisation du réseau. Comme je vous disais, on a un réseau qui a plus de 70 ans, donc ce n'est pas forcément simple de travailler sur ces réseaux-là. Et l'enjeu pour nous, c'est de le moderniser avec des travaux de renouvellement et de s'axer sur la digitalisation. On a un axe également qui concerne la communication, parce qu'on se rend compte finalement que peu de gens connaissent le réseau et encore moins l'enjeu environnemental qui est lié au réseau. Et l'objectif pour nous, c'est de communiquer assez largement sur ce réseau pour que les Chambériens se réapproprient le réseau de chaleur. Pour nous, ça doit être leur outil. Et ça nous permettra aussi d'améliorer la commercialisation, qui est un enjeu fort pour faire vivre ce réseau. Et un axe qui n'est pas forcément dans notre thématique directe, et encore que, pour moi, sur le réseau de chaleur de Chambéry, c'est aussi développer beaucoup de collaboratifs et un management collaboratif, que ce soit avec les salariés en interne, mais aussi toutes les parties prenantes au niveau du territoire. Donc voilà pour les grands axes de stratégie. Au niveau des problématiques, comme on l'a évoqué, on a un vieillissement du réseau qui est en plus implanté dans une ville d'eau, donc avec une remontée forte des nappes phréatiques. Donc on a des problématiques de tenue de réseau dans le temps. On a une problématique liée à la densification du réseau avec un prix du gaz qui est bas alors qu'on pousse sur les énergies renouvelables. Et puis, finalement, l'étendue de notre réseau qui fait 55 km et qui a beaucoup de postes de livraison, on a plus de 500 postes de livraison, qui rend plus compliqué sa digitalisation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu également à votre question. Oui, bien sûr. Alors, voilà, c'est intéressant de voir que voilà, un très grand réseau à très haute température, en fait, doit s'adapter par rapport à la demande aujourd'hui et essayer de trouver des solutions pour dire comment on peut améliorer la situation. Et donc, c'est ce que je disais, ces réseaux qui existent déjà, on doit aussi les utiliser. Et donc, ça rentre dans cette problématique, en fait, voilà, de voir
de devoir les adapter pour le futur. Je continue en fait en allant avec notre partenaire groupé, avec Jean Kramat. Alors, vous, ici à Fribourg, vous gérez beaucoup de réseaux, d'accord, de petits réseaux dans le canton de Fribourg, mais également en Suisse en général, hein, donc vous intervenez sur différents réseaux. Vous pouvez expliquer votre stratégie en tant que premier gestionnaire de réseau fribourgeois, ainsi que les enjeux qu'il implique? Très bien. Tu m'en direct là, c'est bon? Oui, on vous entend, ouais. Ok, très bien. Alors, la problématique de grouper est assez sensible à ce que vient de dire Serge avant, c'est qu'il y a une politique énergétique qui a développé. La volonté de grouper des cadres qui sont actuellement gérés, c'est d'atteindre un taux de renouvelable maximal, c'est ce que disait aussi Madame Ezzedine. Et puis, dans le cadre du développement, il y a un élément qui pour moi est extrêmement intéressant dans ce que tu disais avant, c'est de créer des liens avec tous les partenaires. Une des bonnes solutions, c'est dans le cadre des planifications énergétiques territoriales qui sont mises en place au niveau des collectivités, est de lier les industriels aux différents cadres, avec les informations sur les besoins, sur les températures, sur les différentes valorisations. Et en cela, tout ce qui est la partie numérisation des cadres, c'est quelque chose qui est vital. On peut donner l'exemple sur le développement qu'a fait Groupé dans le cadre des réseaux qui s'appellent FreeCAD, où il y a plusieurs dizaines de gigawattheures qui sont vendus actuellement aux différents clients. Dans le cadre d'un projet qu'on avait sur une nouvelle construction industrielle à Villars-sur-Glâne, il y avait une solution pour à peu près 45 gigawattheures d'énergie, de le faire avec de la vapeur, donc c'est ce que tu parlais avant où Madame Ezzedine traitait, et puis en fin de compte avec un CAD avec une température suffisante, 105 degrés, ça nous a permis de raccorder pour à peu près 5 mégawatts de puissance et une consommation annuelle de l'ordre de 40 gigawattheures, 100% renouvelable avec la production sur le site de la CEDEF. Et moi, c'est ce que j'aimerais relever dans les challenges qui sont aujourd'hui pris ou voulus en tout cas dans le cadre des projets qu'on fait sur ces cadres, c'est d'intégrer toutes les sources, ça sera dit aussi M. Yemli avant, toutes les sources et puis de comprendre ces différents niveaux de température. Je pense que c'est vraiment important. Effectivement. Donc, cela va nous amener en fait de voyager un peu dans le futur avec professeur Favra en fait. Hein. Voilà, Daniel, en vous écoutant en fait une problématique que l'on retrouve au côté français et suisse et l'espace requis dans le cadre de l'extension de ces réseaux, notamment dans les milieux urbains. On a vu que Exergo essaye de répondre par rapport à cette problématique en développant une solution innovante de réseau énergétique qui véhicule, comme je l'ai dit, du CO2 à la place de l'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce concept et ses bénéfices? Oui, bonjour tout le monde. Ça a déjà été dit. Je crois qu'on va vers une voie, va devenir de plus en plus important également. Et cette idée de synergie, de mutualisation a été bien ressortie et c'est ce que permettent les réseaux énergie. Plus ce qui est ressorti aussi, c'est la diversité des bâtiments qui font que les besoins sont très différents. Donc, de vouloir faire un réseau à une température élevée pour satisfaire tous les besoins, même des besoins relativement basse température, proche plutôt pour avoir des centrales pompes à chaleur décentralisées dans les bâtiments qui peuvent mieux s'adapter à la nécessité du bâtiment lui-même. Ces questions de température, c'est crucial, mais malheureusement, du point de vue des données, jusqu'à présent, la plupart des statistiques se réfèrent essentiellement aux consommations d'énergie, mais rarement au niveau de température des distributeurs locaux. Bon, ça, c'est les considérations générales. Alors, nous, on a surtout essayé de penser à comment est-ce qu'on peut réduire l'emprise d'un réseau de chauffage à distance et son énergie grise, donc son embedded energy. Et ça veut dire que on a regardé quels étaient les fluides qui allaient nous permettre d'avoir des dimensions de canalisation qui soient plus faibles et qui nous permettent de
distribuées avec moins aussi de delta T pris dans différents échangeurs de part et d'autre du réseau. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé à ce fluide naturel qui est le CO2, qui n'est pas toxique, disons, il ne faut pas que des concentrations soient trop élevées, mais qui n'est pas inflammable. Et c'est d'ailleurs la tendance que l'on voit dans beaucoup de supermarchés où actuellement le CO2 est distribué directement dans les armoires frigorifiques. Et l'idée est de jouer sur cette énergie avec des canalisations qui soient plus faibles. Mais un élément aussi très important, c'est que la ville elle a d'autres besoins, et notamment en Suisse, on aura un fort besoin de cogénération hivernale. Et là, nous, on voit alors des structures comme les piles à combustible à oxyde solide, par exemple, et le rôle du gaz naturel, mais du gaz vert, comme on dit, qui nous permettra de stocker de l'été à l'hiver. Et ensuite, bien sûr, il faut utiliser intelligemment ce gaz vert. Et là, il y a des concepts avec récupération de CO2, pratiquement sans coût d'énergie pour le faire. Et ramener ce CO2 à des unités centrales sera aussi un des rôles que nos réseaux CO2 devraient pouvoir accomplir, sans parler d'autres choses qui sont plus importantes. On dit que malheureusement, à Paris, la cathédrale Notre-Dame n'aurait pas brûlé s'il y avait un réseau de CO2 proche, puisqu'on aurait pu assurer l'extinction du bâtiment avec du CO2. Ça, c'est déjà poussé très loin, mais ça veut dire que les besoins d'une ville sont assez diversifiés et un réseau basse température permet la mutualisation, permet ensuite de combiner avec des piles à combustible dans le futur et ensuite, éventuellement, pour les grands bâtiments notamment, assurer une solution d'extinction dans les cas extrêmes. Et ce sont là tous les objectifs qu'on est en train de tester avec des raccordements directs de réseaux CO2 avec des pompes à chaleur. Et là, la HESSO nous aide puisqu'on est sur plusieurs sites avec des contributions de la HESSO. On a un réseau qui va être fait à celle de Sion, mais on étudie la connexion avec les pompes à chaleur à Yverdon. On travaille également avec Malik sur les questions de maîtrise, de rupture éventuelle. Et toutes ces questions-là, la HESSO va nous aider énormément, y compris à Genève d'ailleurs. Donc, un grand merci à la HESSO pour ces efforts-là. Merci Daniel. Alors, donc, vous avez parlé de ces piles à combustible, en fait, avant de passer sur l'autre question. Et vous préconisez donc la cogénération, en fait, retour de la cogénération sur ces réseaux? Oui, bien sûr. Les piles à combustible SOFC sont des séparateurs naturels d'azote et d'oxygène, puisque finalement, il n'y a que l'oxygène qui traverse la membrane. Et par conséquent, ce qu'on obtient à l'autre bout, c'est du CO2 et du H2O. Et après, si vous avez une substance un mélange aussi pur que ça, de séparer le H2O, surtout avec un réseau basse température qui permet d'abaisser la température des gaz de combustion, en quelque sorte, les gaz d'oxydation, eh bien, c'est très facile de séparer le CO2 et après de le récupérer. On parle beaucoup maintenant de réseaux de CO2 et nous pensons combiner notamment l'enveloppe circulaire autour de nos réseaux, ce CO2 à la maison, en quelque sorte, à la centrale. Et là, c'est la problématique que les centrales d'incinération ont maintenant, qu'est-ce qu'on va faire du CO2, etc. Mais disons, nous, on a inscrit cela dans un cadre comme ça de réseau urbain, la compacité et pouvoir avoir des piles à combustible qui nous permettent très efficacement de produire de l'électricité en hiver. Et là, on a montré avec nos travaux qu'on pouvait même monter jusqu'à des rendements électriques de l'ordre de 80% tout en séparant le CO2 dans le futur avec ces piles. Bien sûr qu'il y a un petit retard au niveau des coûts et on a appris beaucoup entre-temps, mais il y a dans le canton notamment une compagnie qui est affiliée à un leader mondial, en tout cas européen, dans les piles à combustible et nous pensons qu'il y a un grand potentiel, notamment en Suisse romande, de pouvoir aussi utiliser ça et de répondre aux besoins d'électricité hivernaux. OK. Bon, si on utilise ces piles à combustible, on produit de l'électricité, faire de la cogénération, récupérer la chaleur pour se chauffer.
Et ça nous amène sur le thème de ce qu'on disait, que la connexion entre le réseau électrique et le réseau thermique, comment gérer tout ça, et les questions finalement numériques d'intelligence de ces réseaux, donc doivent prendre leur importance là-dessus. Et je m'adresse à Jean-Daniel Kramat, en fait, pour dire que qu'est-ce que le numérique apporte concrètement dans la gestion, l'exploitation, voire la conception de vos réseaux énergétiques. Alors, les éléments principaux sont le gain d'efficacité. Les connexions permettent de définir quels sont les besoins des clients, les niveaux de température. Ça permet aussi pour les clients de leur transmettre des informations sur ce qu'ils consomment effectivement et puis d'avoir des benchmarks. Donc, ces éléments-là, pour sensibiliser les utilisateurs, les consommateurs, sont extrêmement importants. Il est aussi clair que toute la partie numérique permet sur des cadres, vous parliez d'un cadre de Mme Ezzedine de 55 km, il est aussi important de gérer ces cadres. Donc, c'est clair que tout le numérique et le retour des informations permettent de réagir en cas de panne, en cas de surpression sur les réseaux. C'est l'élément principal du coût final de gestion du cadre et la vente du kilowattheure dans le cadre de ce que veut le client, un coût efficacité intéressant. C'est un grand sujet de discussion avec Serge d'ailleurs. La consommation d'électricité, les pressions du réseau, les niveaux de température sont tous des éléments qui augmentent le coût d'exploitation des cadres. Donc, la numérisation doit nous permettre d'être toujours sur un point d'optimisation qui permet de diminuer la consommation. Donc, je parlais avant du cas de Crémaux avec une température de 105. Aujourd'hui, on a un projet pour retourner la sortie sur les consommateurs suivants pour baisser la température globale, qui aura une incidence extrêmement importante sur les débits, puisqu'on augmente le delta T, et la numérisation permet de travailler là-dessus en satisfaisant les besoins du client pour éviter qu'il déconnecte son installation. Et dans cette idée-là, la numérisation, c'est absolument essentiel. Sans ça, on ne peut pas le faire. OK. Alors, il y a… donc, je sais que chez SCDC, en fait, avec Estelle, vous êtes en plein dans cette phase de transition numérique avec les discussions que nous avons eues et digitales de vos réseaux. Pouvez-vous nous expliquer le fondement et les objectifs de cette stratégie? Du coup, pour effectivement la numérisation, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous permet d'améliorer la gestion et le pilotage des réseaux, le suivi de nos outils de production, et ça nous permet effectivement d'être plus efficients pour prévoir les besoins, adapter la production à ces besoins et pouvoir piloter au plus juste. Donc, ça nous permet d'éviter des gaspillages. Ça nous permet d'avoir des indicateurs de suivi aussi plus lisibles et d'être plus réactifs en interne, mais aussi pour nos clients, et de ne pas laisser dériver ou risquer de laisser dériver un outil de production. Ça nous permet également d'avoir en permanence une photo du réseau, de la production jusqu'à la livraison, et d'améliorer également la conception de nos réseaux. Donc, l'objectif, c'est d'être plus efficient, donc de limiter la consommation d'énergie primaire, mais de mieux la consommer aussi en limitant les pertes sur le réseau. On a 55 km de réseau, donc il faut qu'on limite les pertes. D'optimiser et d'augmenter la part d'énergie renouvelable. Typiquement, c'est de bien piloter pour pas mettre du gaz quand on peut éviter de mettre du gaz sur des pics, et d'adapter la production aux besoins finaux. Ça nous permet également d'être plus réactifs pour nos clients, comme c'était mentionné précédemment, sur des pannes, mais aussi anticiper des démarrages, voilà, et de vraiment s'adapter aux besoins clients, mais voilà, comme je disais aussi, d'améliorer la conception de nos réseaux. Alors, donc, vous allez traiter beaucoup de données par rapport à cette numérisation, en fait, de ces réseaux. Bon, avant cela, peut-être, je pose la question à Serge Pochon. Face à cette numérisation, quelle est la stratégie du canton de Fribourg sur ces questions? Donc, comment impliquer la recherche? Comment impliquer la recherche là-dedans? Bon, déjà pour nous, la numérisation, c'est aussi, ça a été dit, une question d'efficacité entre le producteur également, le distributeur, le consommateur, qu'il s'agisse de chaleur et ou d'électricité, parce que parfois les deux doivent être également coordonnés. S'agissant du canton, nous, on a cet objectif justement d'aller dans le sens de l'efficacité énergétique. Donc, la recherche est un moyen qu'on doit soutenir, ça c'est évident,
Pour l'instant, on ne le fait certainement pas assez. On a tous ces développements qui se font au niveau du BIM. Il y a différentes thématiques qui sont également traitées dans cette question-là sur le canton de Fribourg. Je pense que ce n'est pas qu'une question fribourgo-fribourgeoise. Ça doit se traiter à un autre niveau également. Les partenariats avec la haute école seront importants. Effectivement, ben, on serait content en fait de pouvoir encore compter sur vous pour le développement de ces projets. Hein. Peut-être, je demanderai en fait, bon, je m'adresse peut-être à Estelle ou bien Jean-Daniel, hein, donc nos partenaires industriels. Quelles sont les technologies que vous déployez actuellement et en quoi ils vous seront utiles? Quels sont les différents types de technologies en général par rapport avec le monitoring, d'accord, le collecte des données? Si je commence, donc au niveau de la SCDC, c'est vrai qu'on est, on commence cette numérisation, même si on a déjà pas mal de données qui remontent. Typiquement, ça va être un réseau de sondes Sigfox qu'on installe tout au long du réseau pour nous permettre d'être plus réactifs face aux fuites qu'on observe sur le réseau. C'est la mise en place, par exemple, d'un logiciel qui permet de faire des simulations sur le réseau et d'améliorer en continu le pilotage, donc d'avoir en permanence une photo de ce réseau, d'amener de l'intelligence pour traiter la data. On a beaucoup de données qui remontent et l'idée pour nous, c'est d'avoir un pilotage à 2 étages, un pilotage opérationnel, mais on peut aussi avoir la tête dans le guidon quand on est opérationnel. Et donc, on a déployé une cellule qui est constituée d'énergy managers. Et donc, l'idée, c'est de vraiment confronter ces 2 visions, une vision terrain et une vision basée sur le big data. Et ça nous permet d'améliorer en permanence la gestion du réseau. Donc, on fait des tests parce que les energy managers voient des choses sur les courbes, la lecture des courbes, la lecture des données. Et l'idée, c'est de la confronter à la réalité du terrain, de faire des tests, d'améliorer en continu l'efficacité de nos réseaux. C'est aussi d'installer des sous-stations de communicants. Donc, on digitalise nos postes de livraison pour avoir à nouveau une photo du réseau à chaque instant. Et également, sur le poste de communication, c'est tout bête, mais c'est développer une application pour communiquer sur le réseau de chaleur et les enjeux du réseau de chaleur de Chambéry. Merci. Est-ce que Jean-Daniel peut rajouter quelque chose par rapport à la question? Oui, je peux rajouter quelque chose. Alors moi, je vais traiter un peu moins les réseaux qui sont gérés par Groupe Celsius, où je ne suis pas gestionnaire des réseaux. C'est clair, sur les réseaux du CAD Fribourg, donc la ville de Fribourg, il y a 7 mini-CAD qui sont aujourd'hui en cours de liaison, et il y a une visualisation de l'ensemble des consommateurs. Par contre, je peux traiter plus spécifiquement des projets comme Blue Factory, ou actuellement, qui a été mis en service, c'est la patinoire avec le site sportif de Saint-Léonard. Et dans la même idée que ce qu'a transmis Mme Ezzedine, la volonté que l'on a, c'est de relier tous les automates existants par un réseau fibre avec un système de supervision qui permet aussi d'éviter d'avoir une gestion des pics, alors de devoir compléter avec du gaz ou de rajouter des productions de froid pour subvenir aux besoins, mais de pouvoir délester certains clients en fonction des consommations. Donc, si je prends le cas d'une halle de basket et puis d'une halle de sport, patinoire et puis les douches et tout ça, d'avoir des informations sur l'utilisation ou les futures utilisations des différents locaux et de prévoir une augmentation de production d'eau chaude sanitaire par des pompes à chaleur avec l'apport solaire, et puis finalement de peut-être délester ou de créer un déphasage entre le besoin pour ne pas démarrer les installations simultanément, ce qui évite de devoir faire fonctionner par exemple des appoints gaz ou ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment la vision de grouper, d'avoir plutôt par cluster une gestion fine avec des informations sur les départs secondaires, sur les besoins d'eau chaude sanitaire, les besoins de froid. Et là, on gère l'ensemble du processus et l'ensemble des besoins des clients. On a beaucoup de gains. C'est plutôt cette idée-là qui est aujourd'hui dans le pipe. Ok, c'est parfait. Donc, je demanderai à Daniel par rapport à Exergo. Donc, est-ce que vous pensez à cette digitalisation par rapport avec ces réseaux de CO2 quand même? On voit que voilà, il y a beaucoup d'éléments à apporter. Oui, mais comme je l'ai dit, on pense aussi électricité et donc c'est absolument nécessaire
de combiner un petit peu les choses. L'avantage du CO2 par rapport à l'électricité, c'est qu'on n'a pas les mêmes problèmes que l'eau et l'électricité qui sont pas forcément bon ménage. Et on peut imaginer que on pourra même avoir des connexions électriques proches de nos lignes et que le gestionnaire de réseau devrait pouvoir mieux équilibrer les charges. L'avantage d'un réseau CO2, c'est qu'on est à température constante qui dépend de la pression et donc on peut gérer le réseau à la pression. Et donc, avec des centrales d'équilibrage de pression, on arrive davantage, c'est un petit peu plus facile à équilibrer. Mais disons, la gestion des différents services dans les bâtiments va être toujours essentielle et notamment éviter les pointes en coordonnant les démarrages de pompes à chaleur décentralisées et des choses comme ça, qui sont d'ailleurs nécessaires aussi sur les réseaux énergie à eau classiques. D'accord, donc je saute un peu sur cette question-là pour dire que voilà, donc est-ce que en allant dans ce sens-là, on ne privilégie pas la technologie par rapport à la thermo, en fait, hein, donc, oh non, éviter les cascades énergétiques, c'est un des points clés de l'efficacité énergétique. Donc, de distribuer à 100, 120 degrés pour alimenter des maisons à 30 degrés, ça touche au ridicule. D'avoir encore des supermarchés qui ont des tours de refroidissement qui jettent dans l'air leurs rejets et puis à côté d'avoir un bâtiment qui chauffe de l'eau chaude avec du gaz ou du mazout. Nos villes sont très archaïques à cet égard et il faut absolument arriver à faire beaucoup mieux dans le futur et je pense que les réseaux énergie, qu'ils soient à eau ou à CO2, vont être très importants parce que ça permet de limiter ces cascades qui sont des pertes d'exergie, comme on dit. Ouais. Merci. Alors, donc, on arrive bientôt à recevoir, peut-être demander à recevoir les questions du public, mais peut-être avant cela, juste peut-être une ou deux dernières questions liées avec la législation, en fait, où je demande à Serge Bochon, au niveau cantonal, comment sont protégées nos données énergétiques? Parce qu'en fait, avec ces réseaux connectés avec les bâtiments, les acteurs voilà, vont manipuler beaucoup de données, recevoir beaucoup de données. D'accord, comment ces données-là sont protégées? D'accord, que dit la loi de l'énergie sur l'utilisation de ces données? Alors, il faut savoir que tout d'abord, ce sont des données privées essentiellement. Donc là, ce n'est pas forcément à nous, au niveau de la loi sur l'énergie, de régler la chose. S'agissant de la loi sur l'énergie, des données dont nous disposons, elles sont extrêmement contrôlées et protégées, puisque même si nous voulons aller chercher une information, il faut que dans une réglementation cantonale, qu'il y ait une disposition qui nous permette d'aller la chercher, cette information. Et ça, c'est même valable à l'interne à l'État, puisqu'on ne pourrait même pas aller chercher une information dans un autre service de l'État concernant des données énergétiques. Il faudrait une modification du règlement sur l'énergie qui nous permette de le faire. Donc, on voit qu'à l'interne, on est très contrôlé de ce côté-là. Par contre, à l'externe, vous le voyez bien, ce qui peut se passer sur les réseaux, sur les réseaux privés, beaucoup d'informations peuvent circuler sans qu'il y ait forcément un très grand contrôle. Mais après, je ne sais pas, peut-être que Groupé aurait d'autres informations à transmettre de ce côté. Oui, Jean-Daniel pourrait nous éclaircir un peu peut-être là-dessus. Est-ce que cette législation est difficile à appliquer? Est-ce que comment vous faites? C'est une bonne question. Alors, Annick ou Serge, moi je suis un fervent partenaire des lois énergie cantonales, fédérales ou loi CO2 nationale pour une raison de base qui est souvent mise de côté par tous les intervenants dans le sens positif ou négatif, c'est que ça permet de se connaître. On a eu des exemples très pratiques comme à Châtel-Saint-Denis dans le cadre d'un cadre qui est en train de se construire aujourd'hui pour alimenter la nouvelle gare et l'ancienne gare. On avait fait un concept énergétique qui n'a pas été accepté par le client, mais enfin, voilà, on pouvait créer une synergie entre des usines
qui se situait sur le site périmétrique de Châtel, donc entre Vevey et Châtel, typiquement Swissport, que je salue d'ailleurs, M. Seba, qui était d'accord de valoriser ce que disait très bien M. Favra avant, toute l'énergie perdue dans les tours de refroidissement sur un CAD. Et puis, c'était l'ordre de 3 gigawattheures qu'on pouvait fournir à ce CAD. On a pu proposer ces solutions parce qu'il y a les lois énergie, il y a la loi CO2, on se connaît. Et puis, notre métier, c'est de suivre les industriels et puis de leur trouver des solutions pour atteindre des objectifs de réduction, mais de les valoriser. Et on avait un consensus sur le fait de récupérer cette chaleur, d'installer des pompes à chaleur, de les valoriser sur un réseau. Et sans ces lois, on ne se connaîtrait pas, quoi. Souvent, le voisin, vous avez, voilà, Madame Zedine disait très bien, ils doivent faire un peu de publicité pour leur cadre, que les gens qui sont dans les environs le connaissent, quoi. Et pour moi, c'est un élément essentiel. Ça permet de créer des synergies, de mutualiser et puis de valoriser les énergies grises. Voilà, merci beaucoup pour ces réponses. En fait, il y a le temps qui nous rattrape un peu et puis je vais laisser un peu quelques minutes, donc en fait, voilà, peut-être une quinzaine de minutes pour recevoir des questions venant du public. Est-ce que Yolène, tu as eu quelques questions venant du public qui nous écoute? Oui, alors bonjour, merci à tous déjà pour ces présentations très claires et ces interventions et votre participation malgré les conditions difficiles dans ces temps compliqués. Alors du coup, on a une première question de Julien Ramous, qui est, donc je fais ma thèse, je réalise ma thèse en fait actuellement avec Monsieur Kahn et avec Monsieur Ramous comme directeur de thèse. Et alors, il dit bonjour. Le concept d'exergie est indispensable pour répondre à l'objectif d'optimisation des réseaux interconnectés. Toutefois, ce concept reste difficile à appréhender par les non-spécialistes. Comment alors communiquer cette notion pour convaincre les différents acteurs de l'intégrer de cette approche? Alors ça, on va laisser Daniel. Bon, c'est vrai que c'est un des points importants parce que, juste à titre de rappel, l'exergie, c'est vraiment la possibilité, ça reflète le potentiel de faire un maximum de services avec de l'énergie. Donc, plutôt que de parler d'un joule d'énergie, on va parler d'un joule d'exergie qui va nous définir vraiment tout ce qu'on peut faire. Alors là, je dois dire qu'il y a eu un travail qui a été fait avec le canton de Genève, où on avait essayé d'introduire cette notion dans la loi sur l'énergie. Mais c'est vrai que, et on a essayé de simplifier les choses avec des fiches Excel, parce qu'évidemment, quand on fait ça et quand on parle de chauffage notamment et de refroidissement, et il s'agit de diviser en fait l'analyse en 4 réseaux. Il y a la source d'électricité, si on utilise de l'électricité, il y a un réseau de chauffe, il y a une centrale de chauffage à distance s'il y en a une, il y a la centrale du bâtiment et il y a finalement le convecteur dans le bâtiment. Et on avait montré clairement que si on adopte une approche exergétique, on arrive à multiplier ces rendements et on voit bien. Le problème, c'est qu'on arrive à des rendements très bas quand on fait ça, parce qu'on se rend compte de l'inefficacité des systèmes actuels. Et alors, je dois dire que, faire plus simple que ça, on a un petit peu de peine. On travaille maintenant, d'ailleurs avec Malik aussi, sur un ouvrage séparé pour essayer de développer un peu ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a un gros effort de formation, parce qu'on s'est habitué à avoir de l'énergie, et finalement, qui est essentiellement basée sur de la combustion. Et donc, qui peut le plus, peut le moins. Et on se fichait un petit peu de cette perte de potentiel qui est bien exprimée par l'exergie. Alors, je dirais, là, il y a un gros effort de la part de toutes les écoles et peut-être qu'on doit encore faire plus d'enseignement. Je connais aussi, bien sûr, contribue à ça et j'espère qu'on arrivera quand même à convaincre dans le futur, surtout maintenant, avec vraiment la volonté affichée de réduire nos pertes. Et réduire nos pertes, c'est réduire nos pertes exergétiques, en fait.
Puisqu'on sait qu'une chaudière, même un fabricant de chaudière va vous vendre une chaudière à 107% de rendement, basée sur le pouvoir énergétique inférieur, etc. On a brassé ces notions dans la pratique qui donnent vraiment pas les bons indicateurs. Donc, il faut absolument aller vers l'exergie exactement pour bien comprendre ce qui se passe. Merci, merci. Ah bon, la bonne nouvelle est que, d'accord, nous, au niveau du laboratoire, on est en train de travailler justement avec Yolène sur l'optimisation d'accord, exergétique de ces réseaux et puis avec un objectif d'adresser le problème au niveau industriel en donnant des expressions, des formulations donc, explicites de l'exergie en fonction des paramètres de dimensionnement et d'opération qui sont faciles à comprendre par ces praticiens, histoire en fait de faire un peu de pédagogie là-dessus pour revenir avec l'exergie. Mais j'avoue que c'est une question difficile. Voilà, c'est des notions donc, complexes et difficiles à expliquer. Et Yolène, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, on a une autre question de Pierre Barre, étudiant en master à l'EPFL, qui demande du coup à M. Favra, le CO2 peut-il être véhiculé dans les mêmes conduites que l'eau des réseaux haute température et basse température? Non, pas vraiment. Bon, on pourrait retuber à l'intérieur de ces réseaux, mais le réseau CO2, là, pour les températures qui nous concernent, qui sont typiquement entre 5 et 15 degrés pour des réseaux à énergie, nécessite malheureusement une pression de 50 bars. Alors, ce n'est pas entre 40 et 50 bars. Donc, ça n'est pas facile, mais disons que nous, on vise surtout les tuyaux sans soudure qui ont été développés maintenant par l'industrie pétrolière, notamment sous-marine, et on arrive à des rouleaux de tuyaux qui tiennent facilement les 50 bars, qui pourraient être aussi des très bonnes enveloppes pour pouvoir remplacer les tubes opérationnels à l'intérieur. Donc, on travaille un petit peu ce concept de double tuyau qui nous permettrait d'éviter de réouvrir les routes après 20 ou 30 ans s'il y a des modifications à faire. On estime que ça, c'est très important d'essayer de diminuer l'impact sur les rues et les villes. Donc, voilà. Mais on ne peut pas facilement les introduire sur ces réseaux, non. Merci. Donc, il y a encore une dernière de la place question, pour une question. Dirigée à tous, du coup. Alors, du coup, la digitalisation implique un investissement supplémentaire tant pour le déploiement que pour la recherche ou pour l'exploitation de vos réseaux. Comment optimiser le déploiement tout en restant rentable et performant? Une bonne question. Donc, qui va réagir en premier, en fait, nos partenaires industriels, Jean-Daniel, Estelle. Je peux déjà peut-être répondre en partie. Dans le cadre de la gestion d'un réseau, que ce soit un réseau local ou un réseau de plus grande ampleur, on a aussi l'obligation d'avoir des informations de consommation pour la facturation. Donc, je dirais que le coût de base de ces réseaux-là, de relier les informations plutôt que d'aller faire des relevés manuels, d'avoir des gens qui vont sonner à la porte pour voir le compteur, ce qu'ils consomment, est vite amorti par ces éléments de base, quoi. Donc, ce n'est pas vraiment un coût complémentaire. Et puis, quand on sait que sur des réseaux chauffage à distance, les pertes sont prohibitives, le fait de pouvoir assez rapidement peut-être gérer d'une manière plus professionnelle ces réseaux permettent aussi d'amortir très rapidement ces coûts-là. Estelle, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose? Oui, je disais, c'est exactement ça, et je rajouterais peut-être la notion de densification et finalement, quand on fait des raccordements, qu'il y ait suffisamment de consommation derrière, voilà, pour accorder des blocs, et quand on tire une tuyauterie, il faut que derrière, on ait quand même suffisamment de consommation. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on arrive vers la fin en fait de ce débat. Je suis très content en fait. Et puis, je dirais en fait, peut-être
en conclusion, en fait, c'est même pas une conclusion, c'est ouvrir en fait le débat futur sur l'intelligence de ces réseaux. On voit qu'on reçoit beaucoup de... Maintenant, on connaît les capteurs qu'on utilise en fait pour collecter les données. Voilà, chaque acteur essaye en fait de travailler sur son réseau pour collecter donc une masse de données. Et ces données arrivent au niveau de ces automates, ils sont disponibles sur le cloud, donc ces données sont là, mais une des difficultés que que je vois actuellement, c'est vraiment comment traiter ces données de manière intelligente, dont l'intelligence artificielle. Et là, j'invite nos amis informaticiens, électriciens et mécaniciens que nous sommes à travailler ensemble pour adresser ce problème complexe où on ne doit pas être seul à traiter ces données et à sortir vraiment l'intelligence qu'il nous faut pour le pilotage de nos réseaux. En tout cas, je remercie tout le monde en fait pour cette participation. Je remercie le public voilà, qui a joué le jeu, qui est derrière, d'accord, et qui nous écoute et qui avait peut-être beaucoup de questions qu'on ne pourrait pas adresser ici, mais on peut continuer le débat dans le futur. On vient de le lancer. Je remercie aussi, d'accord, les intervenants, vraiment, donc au professeur Famba, nos partenaires industriels, Jean-Daniel et puis Estelle. Je remercie aussi M. Bochon, en fait, son intervention et donc, le travail qu'il fait pour nous accompagner dans ces projets de recherche et de développement. Et on est avec vous pour participer ensemble et puis à développer en tout cas ces réseaux dans le futur et en intégrant l'exergie que les gens ont introduit, en essayant d'être beaucoup plus pédagogue donc, pour pouvoir expliquer aux lecteurs la notion d'exergie qu'il doit écouter. Merci à tout le monde et donc à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. Voilà.